Alors, on enchaîne dans la partie du cours sur les automates finis. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Nous avons vu la première partie du cours, c'est qu'on a fait la déterminisation d'un automate fini non déterminé. Ça veut dire comment on passe d'un automate fini non déterministe à un automate fini déterministe. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? L'étape suivante ou bien un autre moyen euh, pour tirer bien profit des automates finis déterministes, c'est que on doit les rendre minima. Ça veut dire transformer un automate en un autre automate qui est aussi fini déterministe, mais qui a le minimum possible des états, parce que ça va réduire le temps d'analyse, ça va réduire la complexité, etc. Donc, toujours, il faut penser à minimiser le temps d'analyse, à réduire la complexité des algorithmes d'analyse. C'est pour cela on doit se, euh, on doit se recourir vers des automates finis déterministes qui seront minimales. Ça veut dire il permet de reconnaître le même langage, sauf avec des états, un nombre d'états minimal, le minimum possible. C'est bon? Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors pour minimiser un automate fini déterministe, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux étapes à suivre. La première étape, c'est en éliminant les états dits inaccessibles. C'est bon? Et la deuxième étape, c'est regrouper les états congruents ou bien chercher euh, euh, les états bêta équivalents. On verra bien de quoi il s'agit cette notion. Alors la dernière fois, je reviens brièvement, c'est que il faut tout d'abord nettoyer l'automate. Il faut éliminer les états inaccessibles. Alors pour cet exemple-là, nous avons trouvé un état inaccessible, c'est un état qu'on ne peut pas l'atteindre en partant de l'état initial. Pour 7 et 3, ce sont des états inaccessibles. C'est bon? Donc, euh, il faut nettoyer l'automate, éliminer, supprimer les états qui ne sont pas inaccessibles, qui sont inutiles. Donc, c'est ça la première étape. Alors, nous avons dit ici, c'est un exemple simple. On peut voir rapidement quels sont les états inaccessibles. Mais lorsqu'on a un automate avec un nombre important des états, ça devient difficile. Donc, il faut penser à une solution automatique. Ça veut dire que c'est la machine qui va s'occuper de chercher quels sont les états inaccessibles. Et bien sûr, pour que la machine cherche quels sont les états inaccessibles, il faut un algorithme. Il faut programmer un algorithme. C'est bon? L'algorithme, il a des étapes suivantes, des règles, faire l'étape 1, l'étape 2, etc. jusqu'à ce qu'il termine. Voilà le résultat. Voici l'automate qu'on a obtenu sans les états inaccessibles. Alors, cet algorithme-là, ça s'appelle l'algorithme de marquage. C'est bon? L'algorithme de marquage repose sur le principe des voisinages. Quels sont les états qu'on atteint en partant de l'état initial? Donc, on commence à marquer par l'état initial, on est à 1. Regardez, à partir de 1, on franchit quels états? Quel état? 2 et 5. Donc, on doit marquer 2, on marque 5. Et à partir de 2, on marque quoi? On atteint quoi? On atteint 2 et 4. Donc voilà, 4 est atteint aussi. Donc on va marquer 4. Alors pour 4, qui sont les transitions qui partent de 4, c'est la transition de A vers l'état 5 et la transition de B vers l'état 3. Donc on marque 3. On marque 3 et on marque 5. Voici donc 3 et 5 sont marqués. On regarde, on marque 5. Quels sont les états qui sont franchis à partir de 5? C'est 4 et 6. Donc, ces états 4 et 6 sont atteints. 4 est déjà marqué, on marque 6. Donc voilà, on marque 6. À partir de 6, quel état on peut atteindre? C'est l'état 6 et l'état 1. Regardez. Donc on marque 6. 6 c'est déjà marqué. Et 1, c'est déjà marqué. Donc on n'a pas un nouveau état. Donc, qu'est-ce qu'on a abouti la dernière fois? C'est qu'on n'a pas pu marquer l'état 7. Ça veut dire l'état 7, il est inaccessible. Nous n'avons pas trouvé un chemin partant de l'état initial
et arrivons à l'état 7. Ce qui fait que l'état 7, c'est un état inaccessible. Ça y est, on le supprime. C'est bon, nous avons supprimé l'état 7. Et voilà, on arrive à obtenir un automate sans état inaccessible. Donc maintenant, le travail qui reste, c'est nous avons nettoyé l'automate. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à appliquer un algorithme de telle sorte de minimiser les états de cet automate. Ici, regardez, on a 6 états. On peut faire mieux. On peut trouver un autre automate minimal partant de cet automate-là qui a un nombre minimal des états par rapport à cet automate et il fait le même travail que cet automate. Donc, ça va réduire les états, donc ça va réduire le temps d'analyse, ce qui fait, ça va donner un outil qui est plus performant, plus rapide dans l'analyse et avec une complexité qui n'est pas grande. Surtout pour les automates qui sont consistants avec un nombre important d'états. Alors, cette deuxième étape, ça correspond à chercher des états équivalents. Alors, état équivalent, ou on dit des états bêta équivalents. Alors, quand est-ce qu'on dit que deux états sont dits bêta équivalents? S'ils permettent d'atteindre les états finaux à travers les mêmes mots. Donc, s'ils permettent d'atteindre les états finaux à travers les mêmes mots, on écrit alors QI, bêta, QJ. Ça veut dire qu'ils ont le même travail. À partir de ces deux états, on peut lire le même mot et en arrivant à l'état final. Donc, ils font le même travail, donc bien évidemment, il faut juste se contenter d'un seul état. Pourquoi avoir plusieurs états qui font le même travail? Donc, il faut l'éliminer. Alors, pour les cas simples, ça paraît simple, ça paraît facile, mais bien sûr, lorsque on n'arrive pas à voir quels sont les états bêta équivalents, alors qu'est-ce qu'on fait? On va procéder à un algorithme de réduction des états. Madame, Oui, Madame, est-ce que vous avez dit qu'ils atteignent le même mot? C'est-à-dire, pour A et B, ils ont les mêmes mots. oui, ils peuvent lire le même mot en arrivant à l'état final. Ça veut dire qu'ils ont le même travail. C'est bon? Alors, cette relation bêta-équivalence, c'est une relation d'équivalence. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est quoi le principe? C'est que on va chercher quelles sont les classes d'équivalence de cette relation d'équivalence. Alors, cette classe d'équivalence, il va rassembler les mêmes états. Les états qui appartiennent à la même classe d'équivalence. Ça veut dire qu'ils sont équivalentes. Puisqu'ils sont équivalentes, ils appartiennent à une classe d'équivalence. Alors, c'est cette classe d'équivalence qui va regrouper ces états en un seul état. Donc, on va passer à des états. Au lieu d'avoir des états, on va passer à des classes d'équivalence. C'est bon? On peut avoir 6 états et 3 classes d'équivalence. Chaque classe d'équivalence, il rassemble des états équivalents. Donc, au lieu de travailler avec les états équivalents, on va les remplacer par leur classe d'équivalence. Donc, c'est ça le principe de cet algorithme. Donc, le nombre de classes d'équivalence de la relation bêta-équivalence est égal au nombre des états de l'automate minimal, car les états de chaque classe d'équivalence acceptent le même langage. Donc, on va remplacer les états de l'automate par les classes d'équivalence de ces états-là, ce qui permet de regrouper les états équivalents en une classe d'équivalence. Et cette classe d'équivalence qui va être le nouveau état de l'automate minimal. C'est bon? Donc, c'est ça le principe. Bien sûr, il vaut mieux voir un exemple, comme ça, ça va être plus facile à comprendre. Mais retenez le fait que cette relation bêta équivalent, ça veut dire deux états lisent le même mot en arrivant à l'état final, donc ils ont le même travail, ils sont équivalents, ils se sont rassemblés dans une classe d'équivalence. Donc c'est cette classe d'équivalence qui va remplacer les états de cette classe.
Ça veut dire, comme on avait dit, c'est quoi une classe d'équivalence? Ça rassemble les éléments qui sont en relation avec un élément. Par exemple, si on prend la relation d'équivalence, être du même âge. Par exemple, Hamza, vous avez quel âge? Oui, Yassir, celui qui répond le premier. Yassir, vous avez quel âge? 21. 21. Alors, Yassir, il a l'âge 21. Quels sont les étudiants qui ont le même âge que Yassir? Il y a Hajar, il y a Omar, etc. Donc, c'est cette classe d'équivalence de 21. On pourrait avoir trouvé un autre étudiant qui a 20 ans. Alors, qui sont les étudiants qui ont le même âge que cet étudiant qui a 20 ans? Par exemple, Mounia, etc. Ahmed, ils ont 20 ans. Alors, on a une classe d'équivalence de 21 et une classe d'équivalence de 20. Donc, la classe d'équivalence de 21, il va représenter les étudiants qui ont le même âge, qui est 21. La classe d'équivalence de 20 ans, il va représenter les étudiants qui ont l'âge 21. Donc, au lieu de parler de, par exemple, on suppose que vous êtes 70, la moitié ils ont 21 et la moitié ils ont 20. Donc, au lieu de parler de 70 étudiants, on parle seulement de deux classes d'équivalence. Une classe d'équivalence qui représente les étudiants qui ont 21 et une classe d'équivalence qui représente les étudiants qui ont 20. Donc, on part de 70. Au lieu de parler de 70, on parle de 2. Ça veut dire les deux classes d'équivalence, ils vont replacer ces 70 étudiants. C'est juste un exemple, juste pour vous rapprocher sur c'est quoi le principe de cet algorithme. Mais bien sûr, on verra avec un exemple détaillé. Ici, c'est juste par un exemple qui est simple. Ici, c'est facile de voir qui sont les états qui font la même chose. Alors, regardez l'état 2 et l'état 3. Alors, à l'état 2, par la transition A, on atteint l'état 3. Par la transition B, on atteint l'état 2. Regardez, l'état 2 et 3, ils font la même chose. Ils ont les mêmes transitions qui mènent vers les mêmes états, qui ce sont des états finaux. Donc, on peut détecter ça. Donc, 2 et 3 appartiennent à la même classe d'équivalence. Donc, ils font la même chose. Donc, pourquoi les garder? Les garder, les deux. Donc, il vaut mieux garder une. Parce que 2 et 3, ils appartiennent à la même classe d'équivalence. Ils sont bêta équivalents. Donc, on supprime une des deux et on garde juste un seul état. Et voilà, on part d'un automate à 4 états. On arrive à avoir un automate déterministe minimal à 3 états. Et si c'est si simple, oui. Madame, on ne voit pas les classes d'équivalence. Quelle classe d'équivalence? La classe d'équivalence, regardez, 2 et 3, ils appartiennent à la même classe d'équivalence. Oui. Ils font la même chose, ils font le même travail, et ils ont les mêmes transitions. Et les deux sont des états finaux, donc ils ont le même rôle. Donc, si on lit un mot en partant de 0, il arrive à 2. La même chose s'il part de 0 et il arrive à 3. Le même mot, on peut les accepter par deux chemins. Donc, les états 2 et 3, ils font le même travail. Donc, il vaut mieux au lieu d'avoir deux états, il vaut mieux garder un seul état. Ils sont bêta équivalents. Ça se voit clairement dans la table de transition, mais dans certains automates, c'est pas facile de voir qui sont les bêta équivalents. C'est pas visible. Donc, il vaut mieux appliquer un algorithme. C'est bon? C'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Alors, on va regrouper les états équivalents en procédant ainsi. L'algorithme dit quoi? Déjà, cet automate-là, c'est le même automate qu'on a déjà minimisé, déjà déterminisé la dernière fois. Déjà nettoyé. C'est bon, elle est déjà nettoyée, elle est déjà déterministe.
Juste, on a nettoyé cet automate en supprimant les états inaccessibles. C'est bon? C'est déjà nettoyé, on n'a plus l'état 7. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va le minimiser. On va le minimiser en se reposant, bien sûr, sur l'algorithme de réduction des états, en se basant sur la notion de classe d'équivalence. Alors, comment on va faire? Alors déjà, l'algorithme il est nettoyé, donc regardez ici, regardez la table de transition. Est-ce que vous pouvez voir quels sont les états qui font le même travail, qui ont la même chose? Il n'y en a pas, madame. Il n'y a pas. Mais pourtant, cet automate-là, on peut le minimiser. Donc, il faut procéder à un algorithme. Toujours un algorithme qui résout les problèmes, que ce soit que ce n'est pas visible avec les yeux, ou bien si on a un nombre important d'états. Donc, ça s'applique sur tous les automates. Donc, il vaut mieux procéder à un algorithme. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit construire des classes d'équivalence en suivant l'algorithme de réduction des états. Alors, cet algorithme-là, c'est quoi cet algorithme? L'algorithme de réduction des états, il fait la fusion des états bêta équivalents d'un automate fini, déterministe. Alors, donc, la première des choses, on va créer deux classes. On va partir par le fait qu'il y a deux classes, ça veut dire classe d'équivalence. Mais on verra, est-ce que c'est classe d'équivalence ou pas? Est-ce qu'il y a la cohérence pour dire est-ce que ces classes sont c'est une classe d'équivalence ou pas? Donc on va on va démarrer par deux classes. La première classe, elle contient les états finaux. Regardez, celle-là. La première classe, elle contient les états finaux. L'autre classe, elle contient le reste. Ça veut dire Q moins F. Ça veut dire l'ensemble des états de l'automate moins les états finaux. C'est bon? Et on regarde. Donc, dans chaque classe, qu'est-ce qu'on va faire? Si la classe A contient deux états, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on regarde. Alors, s'il existe un symbole A et deux états QI, QG d'une même classe, tels que la transition de QI de A et de QJA n'appartient pas à la même classe. Donc, on regarde dans la même classe, on regarde les transitions des états de cette classe. Est-ce qu'ils appartiennent à la même classe? S'ils appartiennent à la même classe, on dit qu'elle est cohérente. S'ils n'appartiennent pas à la même classe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étaler. Ça veut dire qu'on doit diviser cette classe en de nouvelles classes et voir est-ce qu'ils sont cohérentes. Et on va procéder par itération. La première itération, la deuxième itération, la troisième itération, etc. Jusqu'à atteindre des classes équivalentes qui vont remplacer les états de l'automate de base. Et ces classes d'équivalence qu'on a obtenues, ce sont les nouveaux états de l'automate qu'on vient d'obtenir, qu'on vient de minimiser. Donc, il vaut mieux faire ça avec un exemple concret. Donc, la première des choses, regardez, on parle toujours de notre automate. On a pu voir quels sont les états qui sont bêta équivalents avec l'œil, donc ce n'est pas visible. Donc, il vaut mieux procéder à un algorithme. Notre algorithme commence par le fait de mettre deux classes. La première classe, c'est A. A, elle rassemble quoi? Elle rassemble les états finaux. Alors, les états finaux de cet automate, c'est déjà mentionné que c'est 1 et 2. Regardez. Les états finaux de cet automate-là, c'est 1 et 2. Donc, la classe A, il va contenir les états finaux de cet automate. La classe B, il va contenir le reste. Ça veut dire les états qui ne sont pas des états finaux. Et après, on vérifie la cohérence. Dans chaque classe, avec la même transition, ça veut dire pour la transition du symbole A et pour la transition du symbole B, on verra est-ce que la classe est cohérente. Alors, on dit une classe A est cohérente par rapport à un symbole A. C'est toutes les transitions de A avec le symbole A mènent à la même classe. Ça veut dire,
voici la classe A, il y a 2 états. Donc on regarde pour 1 et 2. Et on fait par le symbole A. Et on obtiendra les classes obtenues en faisant la transition avec le symbole A. Est-ce qu'ils appartiennent à la même classe ou pas? S'ils appartiennent à la même classe, ça va être cohérente. La classe est cohérente, donc c'est bon. Sinon, on va étaler les classes d'équivalence. Donc, vous allez mieux comprendre. Donc, voici les 2 classes. Voici la première itération. Alors, regardez, on a la classe A qui contient les états finaux, 1 et 2, et la classe B qui contient le reste. Ça veut dire les états 3, 4, 5 qui ne sont 6, qui ne sont pas des états finaux. Et on regarde. On travaille sur la classe A. Regardez la classe A. Il contient 2 états, 1 et 2. Et on regarde par le symbole A et par le symbole B. Alors regardez, par le symbole A, à partir de 1, on atteint l'état 2. Et l'état 2 appartient à quelle classe? Appartient à A. Alors, et pour l'état 2, avec la transition A, on atteint 2 qui appartient à AA. Alors regardez, pour le même symbole, il vaut mieux que... C'est-à-dire, madame, par exemple, pour petit a, on va voir toutes les transitions de la classe grand A. Est-ce qu'il mène toujours à grand A? Oui. Et on va voir pour petit b, toutes les transitions de la classe de grand A, est-ce qu'il mène vers la même classe, B? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, regarde. Madame, oui. Vous pouvez répéter la définition d'une classe cohérente? D'accord. Alors, on dit que 2 états bêta équivalents s'y permettent d'atteindre les états finaux à travers les mêmes mots. Donc, on écrit que QI, bêta, QJ, ils sont bêta équivalents. Donc, c'est ça la notion de classe bêta équivalente. Alors, le principe, c'est quoi? C'est diviser les états en des classes. Et on regarde. Regardez. Pour 1 et 2, regardez. Par le symbole A, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 qui appartient à la classe A et 2 qui appartient à la classe A. Et on regarde. Par le symbole B, regardez la transition de 1. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne 5 qui appartient à B. De l'état 2, par la transition B, on obtient 4 qui appartient à B. Ça veut dire on raisonne par symbole. Regardez, par symbole, les transitions mènent à des états qui appartiennent à la même classe. Regardez, le rouge. Pour chaque symbole, les états qu'on a obtenus, ils appartiennent à la même classe. Donc, pour le symbole A, pour le symbole B, la même chose, nous avons obtenu, ils appartiennent à la même classe. C'est pas forcément pour le symbole A et pour le symbole B, on doit obtenir la même classe. Ça veut dire ici on doit avoir A, ici on doit avoir A. Non, c'est pas forcément. Mais on regarde la colonne. Ça veut dire les états qu'on a obtenus par le symbole A de chaque état de la classe. Regardez. 1. La classe A contient les 2 états, 1 et 2. On regarde pour le symbole A. Qu'est-ce que ça va donner?
nous avons atteint des états qui appartiennent à la classe A. Et par B, nous avons obtenu des états qui appartiennent à classe B. Regardez, on raisonne par la colonne. Donc cette classe A, ça donne quoi? Ça donne que la classe A, elle est cohérente. C'est bon? Donc, on procède de la même manière pour la classe B. Donc, on place les états de la classe B et on raisonne. Pour le symbole A, regardez. En partant de l'état 3, en lisant le symbole A, on atteint l'état 3 qui appartient à B. En partant de l'état 4, en lisant le symbole A, on atteint l'état 5 qui appartient à B. Pour le 5, en lisant le symbole A, on obtient 4. On atteint l'état 4 qui appartient aussi à B. 6, en partant de l'état 6, on obtient, en lisant le symbole A, on obtient l'état 6. Alors regardez, tous les états de cette classe, leur transition qu'on a obtenue, les états qu'on a obtenus appartiennent à la même classe par le symbole A. Donc, ça marche. Pour l'instant, pour celle-là, c'est très bien, ça marche. Donc, mais regardez pour le symbole B, regardez. En partant de l'état 3 et en lisant le symbole B, on obtient 2 qui appartient à la classe A. En partant de l'état 4 et en lisant le symbole B, on obtient 3 qui appartient à la classe B. En lisant le symbole B, en partant de l'état 5, on atteint l'état 6 qui appartient à la classe B. Et 6, en partant de l'état 6, en lisant le symbole B, on obtient A qui appartient à A. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Pour la colonne de B, du symbole B, elle n'est pas cohérente. Elle n'est pas cohérente parce que les états qu'on a obtenus n'appartiennent pas à la même classe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la classe B n'est pas cohérente. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'étaler. Ça veut dire l'étaler en 2 classes. Et bien sûr, bien évidemment, on doit choisir, regardez, on doit l'étaler en deux classes d'équivalence, de telle sorte qu'on obtient des transitions qui appartiennent à la même classe. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'étaler en 2 classes. Ça veut dire qu'on aura une classe B, une nouvelle classe B qui va contenir les états que la transition par le symbole donne qu'ils appartiennent à la même classe. Donc, on va l'étaler en 2 classes. B, il va contenir 3 et 6. Regardez, 3 et 6, parce que ça nous a donné les deux transitions. Ils ont donné des états qui appartiennent à la classe A. Et C, il va rassembler le reste, puisque 4 et 5, ils nous ont donné des états qui appartiennent à la classe B. Donc, on va éclater cette classe en 2 nouvelles classes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on s'arrête là? Non, on va revérifier et vérifier est-ce que ces nouvelles classes-là sont cohérentes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième itération, il doit contenir 4 classes. La classe A, la classe B et la classe C. On verra. Est-ce que c'est cohérent? Ça donne des classes cohérentes, c'est bon. Si ça ne donne pas des classes cohérentes, on s'arrête. Ça veut dire, on continue l'algorithme et on verra quand est-ce qu'il va s'arrêter. Alors, donc la deuxième itération, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de 3 classes maintenant. La classe A, la classe B et la classe C. On verra, la classe A, elle contient 1 et 2. Rien ne c'est juste, il faut vérifier, refaire les transitions. Donc, par l'état 1, en lisant le symbole A, on obtient 2
2 appartient à AA. 2, par le symbole A, on obtient l'état 2 qui appartient aussi à AA. Donc, pour le symbole petit a, ça marche. On vérifie pour le symbole B. Alors, en partant de 1, en lisant le symbole B, on obtient l'état 5 qui appartient cette fois-ci à C. Le 5 maintenant, elle est dans la classe C. On verra pour 2. Alors pour 2, qu'est-ce qu'on a? En partant de l'état 2, en lisant le symbole B, on obtient l'état 4 qui appartient à C. Alors qu'est-ce que vous remarquez? La classe A, elle est cohérente parce que pour chaque symbole, les états qu'on a obtenus appartiennent à la même classe. Donc, la classe A, elle est cohérente. Donc, le même travail, on va le faire pour la classe B. La classe B, cette fois-ci, il a 2 états, 3 et 6. On regarde. Pour le symbole A, en partant de 3, on obtient 3 qui appartient à la classe B. Pour l'état 6, en lisant le symbole A, on obtient 6 qui appartient à B. Donc, c'est bon pour le symbole A. On passe maintenant au symbole B. Alors, en partant de 3 et en lisant le symbole B, on obtient l'état 2 qui appartient à A. On fait la même chose pour 6. En partant de 6 et en lisant le symbole B, on obtient l'état 1 qui appartient à A. Alors, regardez, pour chaque symbole, les états qu'on a obtenus appartiennent à la même classe. Donc, cette classe B, elle est cohérente. C'est bon? Donc, pour le C, la même chose. Le C, maintenant, il contient les états 4 et 5. Alors, en partant de l'état 4, en lisant le symbole A, on est dans l'état 5 qui appartient à C. En partant de l'état 5, en lisant le symbole A, on obtient l'état 4 qui appartient à C. Donc, ça marche pour le symbole A, mais on verra, bien sûr, pour B. Est-ce que ça marche pour B? Pour B, en partant de l'état 4 et en lisant le symbole B, on obtient l'état 3 qui appartient à B, à la classe B. Pour 5, en lisant le symbole B, on obtient l'état 6 qui appartient à B. Alors regardez, pour chaque symbole, les états appartiennent à la même classe. Regardez donc, c'est cohérent. Pas forcément la même classe. Ça veut dire pour A ou B, on doit avoir ici, par exemple, c'est pas obligatoire qu'on doit avoir ici B pour dire que c'est bêta équivalent. Donc, on regarde par symbole. Et c'est logique. Ça veut dire en consommant le même symbole, est-ce qu'on atteint la même classe? C'est pas forcément la classe pour tous les symboles. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La classe A, classe B et classe C sont cohérentes. Ça veut dire que nous avons trouvé les classes d'équivalence. Donc, autrement, la classe A, il va représenter 1 et 2. Parce que par les transitions, regardez, par les transitions, on atteint la même classe. Donc, ils ont le même travail. Donc, ils ont bêta équivalente ou bien ils sont congruents. Donc, la classe A, il va représenter 1 et 2. La classe B, il va représenter 3 et 6. La classe C, il va représenter 4 et 5 parce que ces classes-là nous ont montré que les états qu'ils représentent, par la même transition, on atteint les mêmes classes. Donc, ils ont le même travail, ils font la même chose, donc ils sont bêta équivalentes. Donc, regardez, maintenant, notre automate à état fini, déterministe. Donc, il vaut mieux ajouter ici, contiendra 3 états. Donc, au lieu de passer, on a passé de 6 états à 3 états parce qu'on a remplacé ces états-là par leur classe d'équivalence. C'est bon? Et voilà. Ça nous a permis de passer à un automate avec 6 états à un automate avec 3 états. Donc, voici la nouvelle table de transition.
de notre nouveau automate. C'est bon? Donc, il reste à dire, à préciser quels sont c'est quoi l'état initial et c'est quoi l'état final de notre automate. Ici, ça, c'est un automate. Ici, c'est un automate. AF déterministe minimal. C'est ça l'automate qu'on a obtenu. Donc, il reste à préciser c'est quoi l'état initial de cet automate-là et quels sont les états finaux. Donc, l'état initial de cet automate-là, c'est quoi? L'état initial, c'est la classe qui contient l'ancien état initial. Et les états finaux, c'est quoi? C'est les classes qui contiennent les états finaux. Alors, c'était quoi la classe initiale de l'automate qu'on a fait l'étude? L'état initial, c'est 0. Non, c'est 1. C'était 1. C'était 1. Et les états finaux, c'était 1 et 2. Donc, c'est quoi le nouveau état initial de l'automate minimal? C'est 1. L'état initial de l'automate. C'est 1. L'état initial. Parce qu'on a un seul état initial. C'est bien évidemment parce que c'est un automate déterminé. L'état final aussi c'est 1. Oui, on a l'état final. On a 1 et 2, ce sont des états finaux. Donc, les nouveaux états finaux de notre automate minimal, c'est les classes qui contiennent les états finaux de l'ancien automate. Donc, état initial, c'est la classe qui contient l'ancien état initial. L'ancien état initial, c'était 1. Ancien état initial, c'était ou bien on va juste c'est 1. Donc c'est A, il contient, parce que la classe A, il contient l'état initial. Donc on rajoute donc voici l'état initial de notre automate. Alors, les états finaux, c'est les classes qui contiennent les états finaux. Les états finaux, notre premier automate non minimal, c'est 1 et 2. 1 et 2, elles appartiennent à quelle classe? 1 et 2, ils sont dans la classe A. Donc, l'état final de notre nouveau automate, c'est A. C'est aussi A. Et ce n'est pas contradictoire. On pourra avoir un état initial et en même temps, il est final. Donc, je rajoute un petit cercle comme ça. Insertion. Donc, il est initial et en même temps, il est final. C'est bon? Donc, voilà, nous avons obtenu un automate minimal. C'est bon? Donc, voici l'automate qu'on a obtenu. Il lit les mêmes mots. Il reconnaît le même langage que l'automate non minimal. C'est bon? Donc, pour s'exercer, bien sûr, je vous propose cet exercice-là. Donc, voici cet automate, l'automate suivant. Il a comme état initial 0 et comme état final 2. Et voici la transition suivante. Alors, regardez ici, ce n'est pas un automate déterministe. Parce que, regardez, pour le même symbole, on a deux transitions. Regardez l'état 0. Si on lit A, on revient soit à l'état 0, soit à 1. Donc, ce n'est pas un automate déterministe. Donc, il faut le déterminiser et minimiser par la suite. C'est bon? Pour la déterminisation, nous l'avons déjà fait dans le cours précédent.
je vais vous faire un petit rappel. Ici, regardez, c'est un automate qui n'est pas déterministe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voici sa table de transition. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, on commence par l'état initial. Regardez, ici, il y a deux états initiaux. On les rassemble et on commence à travailler. Donc, on commence par l'état initial, on les rassemble et on regarde qu'est-ce que ça va donner. Avec les transitions A, avec les transitions B, avec les transitions C, ça nous a donné de nouveaux états. Alors, ces nouveaux états-là, ces nouveaux groupes d'états, on va aussi faire leur table de transition. Donc, voici la nouvelle table de transition qui nous a permis de passer d'un automate non déterministe à un automate déterministe. Donc, cette table de transition nous donne cet automate-là. Alors, pour alléger l'écriture, bien sûr, au lieu de garder S1, S2, on peut la remplacer par exemple par 1, par Q1, etc. Parce que, bien sûr, le nom des états, peu importe. Parce que ce soit on appelle S1, 1, 0, Q1, peu importe. Parce que là, ils sont juste des outils qui nous permettent de lire les mots. Donc, si on change le nom, ça revient au même. L'essentiel, que l'automate, il reconnaît le même langage. Donc, pour alléger l'écriture, au lieu d'écrire S1, S2, on peut écrire par exemple S1. Et S1, S3, on peut écrire S2 ou bien 2 ou bien Q2, etc. Ça s'appelle la réduction pour garder un automate qui est simple. Donc, voici la déterminisation. On a obtenu un automate déterministe et après, on procède à la minimisation. On regarde est-ce que c'est possible de le minimiser. Donc, voici l'exercice que je vous propose. Donc, pour vous entraîner des deux notions qu'on a vues jusqu'à maintenant, la déterminisation et la minimisation. Donc, voici l'automate. Donc, je vais vous envoyer le cours pour que vous puissiez faire l'exercice. Donc, allez-y.